Il y a des raisons pour lesquelles on crée ce genre de directives. C'est des consignes, c'est pas des conseils, c'est des lois. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes commandante dans l'unité de la défense passive de l'armée israélienne. Et avec vous, je voudrais que l'on essaye de redéfinir, on va dire, les instructions très détaillées pour les Israéliens, pour les écoliers israéliens qui ne vont pas reprendre en visuel donc l'école aujourd'hui, mais seulement en Zoom. Et aussi, on va parler aussi dans la seconde partie de notre discussion de ce qui se passe dans le Nord en particulier, parce que, eh bien, apparemment, il devrait y avoir un traitement peut-être particulier pour les habitants du Nord qui vivent ces dernières 24 heures ou 48 heures, on va dire, une très forte pression militaire de la part du Hezbollah. Alors, on va reprendre, Yael, avec vous d'abord les directives telles qu'elles sont aujourd'hui, telles qu'elles ont été établies depuis le changement de directive de mercredi dernier. Jeudi à midi, c'est ces directives qui ont effectivement changé. On est passé du stade 4, le stade rouge, avec vraiment le strict, le maximum d'arrêt d'urgence, au stade 3, c'est-à-dire orange, depuis jeudi midi, où on peut avoir 10 personnes à l'extérieur qui se rassemblent et à l'intérieur 50 personnes, sous réserve bien sûr que ces personnes puissent aller jusqu'à un abri protégé, que ce soit ce qu'on appelle le mamad à l'intérieur de la maison ou bien un miklat tibouri, c'est-à-dire un abri public, mais dans le temps qui est imparti en fonction de la région dans laquelle vous vous trouvez. Si vous vous trouvez dans le centre du pays, vous avez 90 secondes, c'est-à-dire 1 minute et demie. Si vous êtes dans le tout nord du pays vers Naharia, vous avez entre 15 et 30 secondes. Donc évidemment, on doit se comporter en fonction de cela. Ça, c'est la première chose. On peut reprendre le travail, toujours en fonction de ces règles-là. Un abri pour 50 personnes qui se trouvent au travail, et pas plus. Et dans le temps qui est imparti pour les personnes qui retournent au travail. Vous allez évidemment me poser la question qui est très pertinente, c'est super, qu'est-ce qu'on fait avec des enfants qui, eux, ne reprennent pas l'école, si ce n'est en Zoom, et nous, on est en présentiel au travail. Sachez que le Misrad HaAvoda, c'est-à-dire le ministère du Travail, a sorti une consigne hier après-midi que lorsque l'on a des enfants de moins de 14 ans ou bien des enfants avec des besoins particuliers qui ont moins de 21 ans, l'un des deux parents a le droit de rester à la maison pour pouvoir surveiller ses enfants. C'est une chose importante à dire. Je ne sais pas si tous nos auditeurs, que ce soit les vôtres, les miens ou les personnes le savent, mais lorsque l'on a un enfant de moins de 14 ans, on a le droit de rester à la maison pour pouvoir le surveiller, pouvoir subvenir à tous les besoins de la maison en réalité, puisque effectivement partir 2 parents qui doivent retourner au travail et laisser des enfants tout seuls à la maison, c'était pas très logique. Voilà. C'est une transition, c'est une période qui est temporaire et qui est, je le sais, dans les graduations que l'on a, qui est pas toujours compréhensible et qui est pas toujours facile, mais le but c'est de faire l'équilibre entre la résilience qui est très importante et qui passe par le retour à l'économie et au marché et au travail, et le fait qu'effectivement on doit conserver la sécurité des enfants. Quand je vous parlais tout à l'heure des rassemblements, les rassemblements sont autorisés à 50 personnes pour les personnes de plus de 18 ans. Les enfants n'ont toujours pas le droit de se rassembler ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Alors il n'empêche, je ne sais pas si vous êtes allé faire vos courses avant Shabbat, mais je l'ai faite, moi je les ai faites vendredi, et je me suis rendu dans un supermarché dont je ne citerai pas le nom, et il y avait, je peux vous assurer, bien plus que 50 personnes dans le supermarché, et je connais l'abri, l'espace protégé, il ne peut pas contenir 50 personnes. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation ? C'est-à-dire comment on gère une situation, par exemple, comme les supermarchés, comme les centres commerciaux, où il y a des centaines de personnes ? Alors, tout d'abord, vous avez entièrement raison, et on a vu même ce genre d'infraction pendant la fête de Pourim, où on a explicitement demandé aux personnes de ne pas se rassembler, même dans les parkings, parce que les parkings ne sont pas faits pour ça, les abris ne sont pas faits pour ça, les abris sont faits pour les personnes qui n'ont pas comment s'abriter, ils sont pas faits pour avoir des fêtes. D'un autre côté, nous, au commandement du Front intérieur, on n'a pas du tout aimé ça, mais on comprend la volonté des gens de retourner à la vie et de ne pas se laisser abattre, de ne pas se laisser terroriser
par les ennemis. Et il y a cette espèce de combat entre la résilience et entre la sécurité. Vous me dites qu'il y avait au moins 200 personnes et l'abri en question n'aurait pas pu recueillir ces 200 personnes-là et même créer des problèmes réels de sécurité, trop de personnes les unes sur les autres. Dans ces moments-là, je conseille aux personnes qui sont autour de nous de limiter leurs déplacements, même essentiels, à savoir le supermarché, le docteur et autres, à des horaires qui sont peut-être moins aux heures de pointe pour éviter la cohue. Et évidemment, à chaque endroit où vous vous trouvez, savoir repérer d'ores et déjà où est l'abri pour justement ne pas vous retrouver dans une situation où vous êtes pris entre trop de personnes. Ce n'est pas légal, mais en réalité, c'est très compliqué pour nous de venir et de faire la loi et d'expliquer aux gens. Les gens le savent. Les gens qui ne le savent pas ne se tiennent pas au courant. Et il faut se tenir au courant. Mais il y a des raisons pour lesquelles on crée ce genre de directives, c'est des consignes, c'est pas des conseils, c'est des lois. C'est-à-dire, c'est pas oui, non, moi oui, moi non, moi je suis mieux que les autres, moi j'ai pas peur. Ça concerne absolument tout le monde. Moi, par exemple, pour arriver ce matin dans mes Miloïm, à l'armée, j'ai été en retard. Pourquoi j'ai été en retard? Parce que comme tout le monde, je suis resté jusqu'à ce que je reçoive du commandement du front intérieur un message que je peux être libéré de mon mamad. Avant ça, je ne suis pas sorti. Donc c'est pas un conseil pour les uns et un conseil qui va moins aux autres. Ouais. C'est pour tout le monde la même chose. Alors pour tout le monde la même chose, je vais rebondir sur cette dernière phrase pour vous poser la question concernant le Nord. Est-ce qu'on peut mettre tous les habitants du Nord dans la même situation que le reste du pays? Parce que on en parlait tout à l'heure avec le professeur Nathan Lévy-Falk qui est à Rosh Hanikra et qui disait nous n'avons même pas quelques secondes pour nous protéger. Nous sommes dans une situation un peu particulière. Lui, il voulait pas se plaindre, mais on a entendu dans les médias israéliens dès ce matin des plaintes de la part d'habitants du nord du pays, qui disent nous sommes en danger. Comment on ne peut pas avoir donné des directives particulières pour les habitants du Nord? En réalité, les directives n'ont jamais changé. C'est-à-dire que lorsque vous entendez la sirène, je ne parle pas de l'alerte préliminaire de laquelle nous bénéficions comme un plus, c'est un cadeau. Lorsque les missiles viennent de l'Iran, ou alors, si c'est le cas très prochainement du Yémen, on a ces quelques minutes de prévention qui nous permettent d'améliorer notre position. Ça, c'est ce qu'on appelle un bonus.